Le 20 juillet 1944, dans la Théâtre du Loup, en Prusse orientale, résonne une explosion aux environs de 13 heures. Cette explosion, c'est là qui devait commencer l'opération Valkyrie. La seule tentative d'assassinat de Hitler qui était la plus loin et qui aurait des conséquences les plus désastreuses aussi. Hitler, je pense que j'ai pas trop besoin de vous présenter le personnage. Je pense qu'en général, on le connaît assez bien. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier d'Allemagne. Oui, alors déjà nommé, il n'a jamais été élu. C'est-à-dire que les nazis, entre juillet 1932 et novembre 1932, perdent de 3 points. C'est-à-dire qu'ils passent de 34,7% à 33,1%. À aucun moment, les nazis n'auront la majorité dans le Bundestag, le Parlement allemand. Non mais comme ça, si y a un mec qui te fait chier avec des élections, il faut voter parce que si on les fait passe, oui bah non, parce qu'ils n'ont même pas besoin de la majorité pour passer, c'est dire. Bah, faut dire aussi que le contexte se l'aide bien. Hitler est élu dans le cadre de la République de Weimar. Cette république a été installée en 1919, après la guerre. Parce qu'en fait, oui, la guerre se termine en 19. 1918, c'est l'armistice, donc l'arrêt des combats. La paix est signée en 19. Durant ses 14 années d'existence, de 1919 à 1933, la République de Weimar ne sera populaire chez personne. Pas du tout au niveau de la population, pas du tout au niveau des intellectuels. Weimar était juste considéré comme une espèce d'état passager entre la défaite et autre chose. Bon, du coup, l'autre chose, on le connaît, quoi. Pas été les plus fameux. L'autre chance aussi, en plus du manque de soutien populaire de la République de Weimar, est aussi que l'opposition face à Hitler est complètement divisée. Quand je parle d'opposition, j'englobe tous les partis politiques qui ne sont pas dans le parti nazi. Ça va aussi bien les conservateurs de la CDU, que des sociodémocrates, que des communistes. Et aucun de ces partis n'arrive à faire une alliance pour avoir une espèce de grosse coalition pour essayer de contrer les nazis. Sauf qu'en plus, à peine élus, les nazis vont faire un chantage pour redemander encore une élection. Et ça va être fait en mars 1933. Bon, le tout accompagné de leur bonne grosse propagande, comme vous avez vu, les magnifiques défilés avec les marches au flambeau, avec les drapeaux, avec tous les bataillons, etc., les démonstrations interminables. Tout ça pour se retrouver avec 43,9% des voix. Donc toujours pas de majorité en fait. Bon, en fait, du coup, ils vont s'allier avec le Parti nationaliste allemand, histoire de arriver sympathiquement à 51,9%. Là, du coup, est la majorité. Tout au long de la campagne de mars 1933, ils vont s'y accompagner ça d'une autre tactique qui s'appelle le remplacement. Pas le grand, le normal. Cette tactique, par exemple, s'illustre bien en Prusse, qui est d'ailleurs le plus grand land d'Allemagne, où Göring est le ministre-président, et pour en fait faire remplacer tous les autres ministres et maires, on va tout simplement déclencher un scandale à la con monté contre quelqu'un, faire que du coup ça gueule au niveau de l'appareil nazi contre cette personne, dire qu'en fait les gens qui gueulent, c'est pas juste le parti nazi, mais que c'est une vraie vindicte populaire. Comme ça du coup, on peut au pire instaurer un état d'urgence, et puis tout destituer dans la foulée. Et sauf qu'en fait cette tactique, ils vont la faire partout. Ah oui, et puis d'ailleurs aussi cette tactique, ils vont la faire en accompagnant ça de bon tabassage de rue sur les cocos et les sauces d'M, parce que ça distrait. Une fois que du coup ils ont la majorité avec le Parti nationaliste allemand, ça leur permet de pouvoir mettre tranquillement au pas toutes les organisations de jeunesse, notamment les églises, de casser les syndicats pour fonder tout simplement le Front des travailleurs allemands et dissoudre tous les autres, et puis le 14 juillet 1933, déclarer dans la foulée le parti nazi comme étant le parti unique d'Allemagne. Voilà, comme ça, plus simple, c'est plié. Concernant l'armée, ils sont quand même assez heureux de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Parce que casser le traité de Versailles, c'est un petit peu ce qui les motive à mort, vu que l'armée se retrouve réduite à état de peau de chagrin par le traité de Versailles. Pour rappel, avec le traité de Versailles, l'armée allemande n'est limitée qu'à 100 000 hommes, pas de tanks, pas d'aviation, pratiquement pas d'artillerie. Et puis en plus, les militaires sont quand même assez contents de voir les nazis taper sur les communistes. Déjà que les militaires ont quand même pas mal aidé à réprimer les insurrections de 1919, les spartakistes notamment. Donc ils sont assez contents de ce résultat. Sauf qu'il y a un os. L'armée a un petit problème avec la section d'assaut, la SA. Ils chantent moins bien mais sont mieux sapés. Et sont tout aussi homophobes. La SA est une force d'appoint, qui torture dans les caves, tabasse les gens à tout va, vont foutre le bordel durant les procès. Bref, des bons gros fouteurs de merde. Et on va dire que l'armée, ils aiment pas trop, parce que déjà, ils leur piquent un peu leur poste, de deux, ils foutent le sbeul partout, et l'armée, ce qu'elle aime, c'est l'ordre.
Et en plus, le gros problème, c'est que les SAS sont dirigés par Ernst Röhm, qui est un ancien officier dans l'armée. Officier de la Première Guerre mondiale d'ailleurs. Même s'ils ne s'entendent pas particulièrement là-dessus, l'armée prend part au processus d'arianisation, c'est-à-dire en gros de foutre tous les juifs qui étaient à quelques postes dans l'armée dehors. L'armée et la SA sont main dans la main là-dessus, mais du coup le 28 février, l'armée laisse à Ernst Röhm la possibilité d'être juste une petite force d'appoint et rien faire de plus. Sauf qu'en fait Röhm va accepter, mais en fait va faire comme si de rien n'était, donc du coup va continuer à laisser ses SA se beuler partout. Du coup, ce sbeulage fait que les SA sont de moins en moins populaires et que du coup, ils nuisent au parti nazi. Et donc du coup, ils vont tranquillement se débarrasser d'eux, ce qui va être fait dans la nuit du 29 au 30 juin 1934, appelée nuit des longs couteaux, où Röhm et plusieurs chefs de la SA seront exécutés, surtout par des SS, d'ailleurs sciemment armés par l'armée. Pour rester sur les 34, le 2 août, le président Paul von Hindenburg meurt. Héros de la Première Guerre mondiale et maréchal d'armée, Hindenburg était le seul obstacle vivant à la prise totale du pouvoir par Hitler. Ça tombe au moment, parce que déjà, du coup, il canne, et qu'en plus la veille, il avait laissé un document voulant faire fusionner les postes de président et de chancelier à la personne qui serait chancelier lorsqu'il mourra. Donc du coup, ça tombe sur Hitler. Donc, re-jackpot. Dans la foulée, le ministre de la guerre, Werner von Blumberg, demande à ce que désormais les soldats jurent sur le commandant suprême et chancelier Adolf Hitler, et non plus sur l'armée ou sur l'Allemagne. Von Gersdorf, un aide de camp d'un régiment de cavalerie, qui pourtant avait voté Hitler, était un bon nazi convaincu, va parler de victoire par capitulation, ce qui d'ailleurs lui va faire qu'il va devenir de plus en plus sceptique concernant le pouvoir. Sauf que von Blumberg, il va pas trop faire long feu, et d'ailleurs il va être accompagné de Werner von Frisch, en plus ça tombe bien, les deux s'appellent Werner, donc voilà, ça fait 2 pour le prix d'un. Ils vont tomber à peu près au même moment, dans l'affaire qu'on va appeler tout simplement l'affaire Frisch-Blumberg, où Blumberg va être destitué parce qu'il s'était tapé une pute mineure, et Frisch parce qu'il est homosexuel. Bon, en fait, ça a dû surtout d'un coup monté par Hitler, Himmler, Heydrich et Göring, histoire surtout de se débarrasser de ces personnes-là et de les remplacer par des gens un peu plus soumis à Tonton Dolphy dans l'armée. Et je vais m'arrêter là en fait pour les 38, parce qu'en 38, il y aura également toute une préparation de coup d'État qui va se faire avec les accords de Munich. Mais en fait, pour les accords de Munich, j'en parlerai tout ça en faisant une vidéo. Et ça va bien m'énerver, parce que c'était quand même une belle épreuve de lâcheté, les accords de Munich. On aurait bien pu s'éviter la guerre, mais on n'aurait pas eu toutes les couilles. Je vais faire un saut temporel pour désormais aller sur le 8 novembre 1939 à la Burger Braukeller. Cette brasserie à Munich, d'où Hitler avait fait partir son coup d'état raté de 1923, justement le 8 novembre, et donc du coup Hitler, depuis sa libération, il revient tous les ans pour fêter l'anniversaire de ce coup d'état raté, avec toute sa vieille garde. Qu'est-ce qui change ce 8 novembre, à part qu'ils aient gobé la Pologne et qu'ils sont en guerre contre la France et l'Angleterre? Tout simplement Georg Gessler, un souabe, menuisier de profession, qui s'est amusé en fait à racler une des colonnes de la Burger Braukeller, qui est en bois, pratique pour un menuisier, pour y foutre une petite bombe et espérer faire partir Tonton Dolphy avec. Georg Gessler était convaincu que Hitler allait mener l'Allemagne à sa perte du fait de la guerre contre la France et l'Angleterre. Il avait un peu vu juste. Bon, peut-être pas trop du côté de la France, mais sur l'ensemble il a vu juste. Sauf que coup de bol pour Tonton Dolphy, celui-ci se barre 40 minutes plus tôt. Son petit discours était expéditif, il avait autre chose à foutre. Donc du coup, il fait 2-3 mots comme ci comme ça, sort des paluches, se casse, et puis 40 minutes après, que boum boum. Sauf que Dolphy n'est pas là. Georg Gessler, il va se faire choper le soir même en contrôle à la frontière suisse. Il avait juste décliné son identité parce que du coup il savait pas que les gens qu'on connaissait déjà son nom, donc voilà. Il sera interné à Sachsenhausen et sera fusillé en 44. Voilà. Bon, je pense que mai-juin 40, vous connaissez la sauce. La France se fait défoncer sa gueule après que le Danemark, la Norvège, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas se soient fait éclater par l'Allemagne. Ce qui du coup renforce quand même pas mal la position d'Hitler en termes de pouvoir, parce que là où beaucoup de militaires étaient complètement sceptiques de partir en guerre contre la France, vu à quel point ce que les Français se plient en deux, comme des merdes, et c'est très énervant d'ailleurs, et du coup ça renforce complètement sa position, et Hitler est quasiment intouchable. À part quelque part le centre de la résistance allemande, qui est le Sachsenhausen, qui est notamment composé de beaucoup de militaires qui détestent Adolf Hitler, quasiment plus personne va opposer de résistance à Hitler. Son état est puissant et puis il est complètement légitime du fait qu'il ait réussi à battre la France. Vous connaissez la suite. Le 22 juin 1941, l'Allemagne décide d'attaquer l'Union soviétique. Ça se passe globalement bien, surtout parce que les soviétiques reculent beaucoup et parce qu'en termes de matériel, c'est
pas trop la fête ni en termes de pertes humaines. À partir du moment où on tape l'Union soviétique, on en profite pour fusiller tous les juifs qu'on trouve. Apparemment les munitions, c'est surfait. Et dans tout ce beau bordel de guerre, il va avoir justement un petit Klaus qui va nous intéresser. Alors c'est pas Santa Claus, hein. Enfin lui, Chaos Kid Field, c'est du genre à niquer ta cheminée, quoi. D'autre côté, vu que les juifs partent par la cheminée, vous allez me dire. Bref. Klaus Grafchen von Stauffenberg est un comte, petit noble de... encore un swab d'ailleurs, comme quoi ce lobby est partout, dont la famille remonte au XIIIe siècle. Klaus Grafchen von Stauffenberg est un militaire de profession, notamment dans l'armée de réserve. Autant ce dernier a complètement accueilli avec joie l'élection d'Hitler, notamment 1 pour taper les communistes, 2 pour discriminer les juifs, sauf que autant à partir du moment où la guerre s'enlise dans l'Union soviétique, il commence à être assez sceptique concernant les bienfaits du Führer. Et puis en plus ça tombe bien parce qu'au printemps 42, il entend un tout petit peu parler du génocide. Du coup, Stauffenberg, en tant que bon catholique pratiquant qu'il est, a une épiphanie, mais pas en tombant de cheval en chemin pour Jérusalem. Il se dit que le seul moyen de mettre fin à la guerre, c'est de tuer Hitler. Sauf que Stauffenberg, il est tout seul. Enfin, pas géographiquement, il y a des gens autour de lui, comme il est seul à voir se bouger le cul. Donc du coup, il en parle à 2 officiers, comme von Manstein, mais qui l'aura qu'un, ils disent oh, non, enfin tes conneries, on s'en bat les couilles. Bon, au moins il balance pas la Gestapo, quoi, mais... Bon, il persiste que du coup, il continue à tourner tout seul dans sa tuture, sans pouvoir tuer Hitler. En février 1943, Stauffenberg, qui opérait surtout à l'arrière, vu qu'il est officier de réserve, est envoyé en Tunisie, parce que Stauffenberg, il voulait un peu combattre au front. Il est mis sous les ordres du baron et général de brigade, Faye von Broich. Auquel d'ailleurs Stauffenberg va rapidement mettre au parfum de ses envies de tuer tonton Dolphy, sauf que von Broich, comme les autres, veut lui dire c'est mignon, mais tu gardes ça pour toi, je m'en bats les couilles. Sauf que les couilles, il a posé les battre, Stauffenberg, bientôt ça va être compliqué, parce qu'à un moment il se fait tranquillement canarder. Ce qui d'ailleurs va lui permettre de revenir en Allemagne, avec un œil, une main, et 3 dents en moins à la main restante. C'est d'ailleurs la main droite qui va perdre, c'est con pour un bout droitier, donc... Du coup, on va dire que après le gaucher contrarié, on va avoir le droitier forcé. Sauf qu'en fait, du coup, ce retour forcé en Allemagne, pour Stauffenberg, c'est du pain béni, parce qu'il va pouvoir rencontrer là où est toute la résistance allemande, à Berlin même. Faut dire que ce retour forcé à Berlin, pour Stauffenberg, c'est parfait, le 15 septembre, il est nommé chef de l'armée intérieure. Et en même temps, chef d'état-major du matériel de l'armée. Donc du coup, il a littéralement sous ses ordres plein d'hommes, directement dans le cœur du Reich. Et du coup, ça lui permet de rencontrer tout le gratin de la résistance allemande, qui sont quasiment tous à Berlin. Henning von Tresckow, Wilhelm Canaris, Girdler, Beck, Olbricht, Gisevius. Putain, ils sont méchants, Gisevius, quoi. Et en plus, d'ailleurs, hein, lorsqu'il va rejoindre la résistance, ce dernier est assez moribond. Bon, parce que déjà, comme j'ai répété, Tonton Dolphy est le côté chef à contester. Mais qu'en plus, du fait des défaites militaires qui s'accumulent sur le front, que ce soit en Afrique du Nord avec... à l'Est, les Britanniques, à l'Ouest, les États-Unis qui ont débarqué, ou en Union soviétique, où ils ressortent en 1943 de la bataille de Stalingrad. Belle branlée, ça. Du coup, la Gestapo accentue sa répression sur tous les opposants qu'elle trouve. À titre de comparaison, en France, en 1943 est une année noire par résistance, où il se faut purger, mais comme pas possible. Entre autres, il y a Jean Moulin qui canne dans le lot, quoi. Enfin, canne. Torture à mort, quoi. Par Klaus Barbie. Va jouer avec pour Noël. Par exemple, le 5 avril de la même année, Hans von Doheny, qui utilise sa position pour sauver des juifs, se fait coffrer. Un événement qui va un peu donner un petit coup d'optimisme à la résistance allemande, c'est l'arrestation de Mussolini le 27 juillet. Ce coup d'état qui, après coup, va être déjoué par Hitler, fait une petite bouffée d'optimisme à la résistance allemande, en mode, ouais, on peut le renverser, c'est possible. C'est pas pour autant qu'ils arrivent à se bouger, hein. Déjà que Stauffenberg, lorsqu'il avait parlé de sa volonté de tuer Hitler à des généraux en 1942, était reparti en disant, je cite, ces types-là font leur culotte, ils ne bougeront pas. Il a retrouvé en fait le même genre de type à Berlin. C'est un peu triste pour lui. Stauffenberg, du fait de sa position de chef d'armée intérieure, a un super bateau dans sa poche qui est le plan Valkyrie. C'est un plan que ni l'armée ni la Gestapo ne connaissent. Et ça, c'est quand même pas mal. Ce plan a d'abord été composé en 1941 pour mobiliser les armées de réserve. Il sera après réadapté en 1942 d'abord en cas de présence de troupes aéroportées dans le nord de l'Allemagne, puis surtout après pour réprimer des révoltes de prisonniers ou de travailleurs forcés bien présents en Allemagne. Et quand je dis bien présents, c'est qu'on parle de plusieurs millions de personnes dont l'économie allemande est entièrement dépendante. Ce qui d'ailleurs explique ces piètres résultats industriels, cela dit en passant. Ça tombe bien parce qu'en plus ce plan est simple, il n'a que 2 étapes. La première, mobiliser toutes les troupes en moins de 6 heures.
La deuxième, contrôler tout ce qui est route, pont, radio, téléphone, télégraphe. Donc c'est-à-dire tous les moyens de communication pour maintenir le réseau à flot. En février 1944, Stauffenberg va remodifier un petit peu le truc, ajoutant que les troupes auxiliaires puissent être rajoutées dans l'opération Valkyrie, et également que, en plus de tous les points dont j'ai parlé avant, que ça les contrôle également les garnisons SS et aussi les bâtiments d'officiels du parti. Comme par exemple la maison de Goebbels, ministre de la propagande, donc personnage un poil important par exemple. Et en plus, ce plan va être approuvé par Hitler début juillet 1944, soit quelques jours avant l'attentat, parce qu'en plus il fait suite à un rapport de Speer et de Jodl sur un éventuel débarquement allié en mer du Nord. Le problème du coup, c'est quand tu es Hitler. Non, parce que autant quand les mecs sont allés chercher Mussolini, ils avaient des grenades dans leur poche, c'est-à-dire prêts à se faire sauter au cas où ça merde. Là concrètement, personne n'est chaud pour soit y aller au flingue, soit se faire péter avec explosif. Mais il y a un petit truc bien, ça s'appelle la tanière du loup, la Wolfschanze, le quartier général d'Hitler, en Prusse orientale. Surtout parce qu'en général, à la Wolfschanze, les réunions se font dans un bunker. C'est-à-dire que quand tu fais péter une bombe, tout le souffle reste à l'intérieur. Donc quand on veut dire que quand tu es dedans, et quand ça fait boum, alors t'as pas le temps trop de faire aïe, en fait, plus trop faire grand chose, concrètement t'es un peu éparpillé partout façon puzzle, quoi, donc voilà. Et en plus, gros avantage, c'est que et Himmler et Göring sont régulièrement présents à ces réunions, ce qui permet donc du coup de décapiter tout complètement l'État, parce que déjà, t'as buté son chef Hitler, et en plus, deux, son dauphin Göring, et trois, le chef de la police Himmler. Sauf que si ça se fait pas, au pire, c'est pas très grave, parce qu'ils ont prévu des plans au cas où ils arrivent à tuer Hitler et Göring, mais pas Himmler, ou alors Hitler et Himmler, mais pas Göring, ou alors que juste Hitler et ni Himmler ni Göring. Là-dessus, ils ont quelques arrangements. Par contre, ils n'ont aucun arrangement auquel n'arrive pas à tuer Hitler. Ça va peut-être poser un peu problème, ça. C'est quand même un paramètre à prendre en compte. Ce qui presse encore plus les conjurés, c'est le temps. Déjà, le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie, et surtout à l'Est, parce qu'il y a les Soviétiques qui avancent. Pépère. Enfin, pépère, non, parce qu'ils roulent sur les armées allemandes situées là, mais le fait est qu'ils avancent, c'est-à-dire qu'ils sont juste inarrêtables, en fait, et c'est un petit peu le problème. Ah oui, et puis aussi, autre problème, c'est von Stauffenberg, parce que du coup, alors lui, il est excité comme une puce à l'idée de tuer tonton Dolphy, quoi. Donc c'est-à-dire que du coup, il va falloir un peu modérer sa motivation, alors pas parce que c'est de la merde son plan, mais parce que c'est le seul qui a vraiment le courage de le faire. Et la conviction d'aller jusqu'au bout. Olbricht est complètement hésitant là-dessus, et en plus, Olbricht dépend du général Friedrich Fromm, qui n'est pas du tout au clair sur la conjuration. C'est-à-dire que c'est un mec qui a un pied dedans, un pied dans le pouvoir, et on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il penserait réellement. Ce qui pose un problème, parce que Fromm est le chef d'armée de réserve. Donc autant vous dire que son rôle est quand même plutôt crucial dans l'opération. Et puis, alors en plus, pour la conjuration, c'est un petit peu le bordel. C'est-à-dire que, par exemple, le chef d'état-major de la région militaire de Berlin est muté au front, et son remplaçant n'est pas fiable du tout. Donc, Autre problème, par exemple, au bataillon de la garde, où von Hase est un soutien de la conjuration. Mais le problème, c'est qu'il est sous les ordres de von Bremer, qui déjà est une haute personnalité de la jeunesse hitlérienne, et qui en plus contrôle au bas mot une brigade de Panzergrenadieren. Tout ça à 100 km de Berlin, donc en coup d'état, c'est pas mal d'avoir ce genre-là avec soi. Contre soi, c'est plus chiant. Ah oui, aussi pour couronner le tout, le 18 juillet, il y a Girdler qui est menacé d'arrestation, donc rien que ça, les mecs s'en foutent un peu la pétoche. D'ailleurs, en parlant de pétoche, parce qu'à la base, ils devaient faire péter ça le 15 juillet. Alors vous allez me dire, oui, mais l'attentat c'est le 20. Oui, mais justement, le 15, tout était prêt, tout était dans les boîtes, tout était sur le rail. Ils ont sa mobilisation, mais que ça n'a pas pété. Alors pas parce que l'explosif était merdique, ou non, c'est juste qu'en fait les mecs à un moment ils se sont dit ouais non on arrête. Alors pourquoi pas trop compris, c'est juste il y a une espèce d'embrouille qui fait que personne n'a pu accorder sa violence, donc du coup pas. Bon, autant dire Stauffenberg, il a un peu les boules quoi, parce que il veut faire péter des trucs, Stauffenberg il est un peu en mode Michael Bay quoi. Du coup, on est le 20 juillet, et là, c'est bon, Stauffenberg est en mode on le fait ou on le fait pas. Du coup, il va le faire. Le 20 juillet, ça tombe bien. Stauffenberg avait déjà un petit peu rencontré Hitler, mais bon, pas des masses, c'était pas des masses vues. Là, il va vraiment lui faire un exposé, justement, sur Valkyrie. Donc là, c'est parfait. En plus, Hitler va voir la reconstitution grandeur nature. Ça, c'est pas beau. Le 20 juillet, von Stauffenberg arrive vers 11h à terre du Loup. Il a dans sa serviette 2 pains d'explosifs d'environ 1 kg. Il a 2 kg pour faire péter, ça devrait être bon. Vers midi, il demande à l'aide de camp de Keitel où est-ce qu'il peut se rafraîchir et changer de chemise. Sachant que Mister n'a plus que 3 doigts à la main gauche,
Ça va sans dire qu'il aura besoin d'un petit coup de main. Et ça tombe bien pour ça, il a Werner von Heften, un Oberleutnant, qui est d'ailleurs son adjoint, qui va l'aider à ça. L'avantage, c'est que du coup, pendant que on fait en mode qu'on le dessac, qu'on change de schmid, Stauffenberg va pouvoir armer avec 3 doigts les 2 pains d'explosifs d'1 kilo. La suite, c'est très simple. Poser la serviette à côté de Hitler, se barrer, attendre que ça pète, lancer l'opération. Sur papier, ça marche. Sur papier. Non, parce que, alors déjà, premier problème, c'est que Stauffenberg n'y connaît rien en explosif. Donc, et en plus, il n'a que 3 doigts pour les armer, les explosifs. Donc, déjà, c'est un peu la merde, quoi. Ah oui, et puis ensuite, le deuxième problème, c'est que du coup, il y a des aides de camp de Keitel qui se ramènent, qui toquent à la porte, mais genre pas qui toquent en mode gentiment, genre non, en mode ça bourrine, en mode les gars, là, faut venir à la réunion tout de suite, là. Ce qui fait que Stauffenberg n'a pas réussi à armer les 2 pains d'explosifs. Et donc, ce qui revient au point numéro 1, Stauffenberg n'y connaît rien aux explosifs. Comme il n'a pas armé le deuxième, Stauffenberg considère que le deuxième ne pètera pas. Donc du coup, moitié-moitié de boum. Ah oui, et puis aussi, alors j'ai dit que c'était le 20 juillet. Alors pour ceux qui ne savent pas, le 20 juillet c'est l'été, donc en général il fait chaud. Donc du coup, faire réunion dans un bunker quand il fait chaud, c'est pas du goût de tout le monde. Voire même de personne en fait. Du coup, la réunion ne se passe pas dans un bunker comme prévu, ça se passe dans une petite maison avec les fenêtres déjà ouvertes. Alors, les fenêtres ouvertes, oui, mais dire c'est bien ça aère, ça économise le climatiseur. Alors déjà, de climatiseur, il n'y en a pas. Et surtout le problème, c'est que quand ça pète, du coup, le souffle d'explosion se barre directement. Ce qui fait que du coup, ça fait encore moins de souffle concentré dans la salle. Donc, plus grande chance de survie. Et quatrièmement, merde, c'est que la table sur laquelle se passera la magnifique réunion, c'est une table en chêne massif. C'est du beau bois, ça, de chêne. En plus, c'est massif. Donc du coup, ça va un peu arrêter l'explosion, qui du coup, je répète, est 2 fois moins forte que prévu, parce que Mister n'a pas armé un pain, donc l'a laissé tel quel. Donc en gros, on est vers midi et quelques, midi et demi en gros. Stauffenberg entre dans la salle de réunion. Il prétexte une oreille un peu difficile à cause de son mitraillage en Tunisie, pour être le plus proche d'Hitler. Alors pourquoi est-ce qu'il veut être proche de tonton Dolphy, hein, c'est pas pour lui teindre la moustache, hein, c'est pour foutre la manette avec le seul pain d'explosif. Oui, je sais, j'interviens beaucoup dessus, mais d'un autre côté, c'est pas que ça que ça a merdé. Du coup, il est super proche de Hitler, ça permet de limiter la casse. Enfin, le ratage. Bref. Sauf qu'il est séparé du coup de Hitler par déjà un pied de la table en chaîne massif et par le général Heusinger. Enfin, à la limite, lui, on s'en fout, on est juste dans l'idée de dire qu'il y avait un mec entre lui et Hitler, donc du coup, c'était un peu loin. Enfin, bref. Stauffenberg pose explosif, pas seulement armé. Et à un moment, au bout de quelques minutes, s'en va, prétexte un coup de téléphone à passer. Fait d'ailleurs, petit détail intéressant, Stauffenberg laisse sciemment sa casquette et son ceinturon pour bien montrer qu'il reviendra. Alors vous allez dire, oui, on peut se balader sans casquette et ceinturon, oui, mais les militaires sortent toujours avec, là c'est pour montrer vraiment, c'est en mode, je passe un coup de fil, je repasse. Sauf qu'en fait, il va pas repasser, parce que son coup de fil, c'est pour lancer l'opération, et quelques minutes plus tard, vers midi 50, boum, ça pète. Il n'y a plus la petite maison, il n'y a plus la table en chaîne massif, et pour Stauffenberg, il n'y a plus Adolf Hitler, parce qu'il a vu un mec être promené sur une civière avec le manteau qu'avait Hitler. Donc lui, il est convaincu qu'Hitler est mort. Il s'agit maintenant de retourner à Berlin, de lancer l'opération, et de lancer le coup d'État. Et ça va être compliqué. Bon, alors déjà, parce que une explosion, ça s'entend. Oui, enfin, je sais, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais voilà, ça s'entend. Bon, alors autant Stauffenberg, avec son petit look, comment dire, de mec qui n'a plus qu'un œil et une main, le premier poste de contrôle, il le passe Pépère Albert, parce que la personne qui était là-dessus ne savait pas trop quoi foutre, donc il passe Pépère. Par contre, là où c'est chiant, c'est pour sortir de la terre du loup, parce que du coup, là, le deuxième secteur, vu que le mec, en l'explosion, il t'a déclenché l'alerte et foutu la lame partout, donc là, plus personne ne sort. Bloqué à la sortie, Stauffenberg demande à joindre le lieutenant-colonel Trevet, le chef du QG du Führer, avec qui il devait déjeuner en théorie. Sauf que du coup, il demande à l'appeler, mais il tombe pas sur lui, il tombe sur son von Mollendorf, capitaine de cavalerie, qui, lui, ne sait pas le pourquoi de l'explosion, donc du coup, il dit « Ah, c'est bon, il peut partir ». Et donc c'est nickel, vers 13h, il prend son Vurvion pour retourner à Berlin. Un des membres de la conjuration, le général Erich Feldgebel, reste sur place à la terre du loup pour couper les communications, justement. Sauf que, pour d'ailleurs, ce crétin, il oublie un peu de couper celle de Himmler et de Keitel. Sauf que surtout, ce qui se sait très vite, c'est que Hitler est en vie. Parce que Hitler a survécu à l'explosion.
Hitler n'est que légèrement blessé par l'explosion. Hitler va d'ailleurs trôner sur lieu de l'explosion avec Mussolini qu'il a rencontré dans l'après-midi pour lui montrer à quel point ça merdait. Et Eric Feigiebel va quand même le transmettre à Fritz Thiele, le général des communications. Il va lui dire, je cite, une chose terrible est arrivée. Hitler est en vie. Sauf que ni Stauffenberg ni von Heften le savent. Ils sont dans l'avion qui va pour Berlin, où ils y arrivent vers 15h45. Là où ils s'attendaient à voir des troupes mobilisées pour les accueillir, ils voient personne. Non mais vraiment quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Olbricht devait le faire, mais vu qu'il fait tout sur l'étalité de From, et qu'en fait, vu qu'ils avaient déjà fait une mobilisation surprise le 15, vu qu'ils étaient prévu de faire l'attentat, mais que du coup ils l'ont pas fait, le mec voit pas c'est quoi l'intérêt de lancer la mobilisation. C'est-à-dire qu'avec 3 heures de retard, les mecs doivent tout lancer le truc. Enfin, 3 heures de retard, en fait plus, parce que le temps que, du coup, Stauffenberg et Heften arrivent à la Menderstrasse, qui est en fait le QG des conjurés. Voilà. Ça part bien comme coup d'état. Bon, surtout vu que ton axe principal qui est la mort d'Hitler a foiré, va falloir improviser avec le reste. Ah oui. Alors, petit truc sympa en plus, c'est que le télétexte censé annoncer la mort d'Hitler est tamponné comme étant secret de commandement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que 5 secrétaires qui sont habilités à envoyer ce télétexte. Alors vous allez me dire, ouais, ça va, il y en a, oui, mais si c'était pas mis secret de commandement, ce serait 20 secrétaires, soit 4 fois plus. Donc, c'est-à-dire que déjà que l'information n'a pas pu circuler parce que le coup d'État n'a pas été décrété, mais en plus, il y a moins de personnes que prévu pour le dire. Non mais c'est pas fini quand même, merde, ça va continuer tout au long de la soirée. Mais donc du coup, le coup d'état est lancé. Donc une fois le premier télétexte arrivé pour dire que tonton Dolphy est mort, il y a le deuxième qui arrive pour désormais ordonner déjà la protection des bâtiments importants, mais aussi l'arrêt de tous les Gauleiters, chefs de propagande, préfets de police, ministres, SS, et également accélérer l'occupation des camps de concentration. Les télétextes censés venir de From, l'opportuniste fini qui, même s'il avait dit à Stauffenberg, si vous tuez Hitler, n'oubliez pas Keitel, n'est pas dans la conjuration pour autant, parce que il veut voir où le poste sera meilleur. Sauf que du coup, Olbricht, beaucoup trop sur les conventions, lui apporte les télétextes, qu'il n'a pas signé, que ça l'énerve, qui demande qui est le connard qui a signé, et en fait c'est Merz von Kinheim, qui du coup est un des conjurés. Du coup, From pète un câble et le fout aux arrêts. Là-dessus, à 16h30, Stauffenberg débat avec von Heften pour dire c'est quoi ce bordel et que personne mobilisé. From lui répond qu'il lui pète les couilles, qu'il va le foutre aux arrêts. Il demande à Merz von Kinheim de mettre Stauffenberg aux arrêts. Merz von Kinheim lui répond je suis les aux arrêts, je peux pas foutre Stauffenberg aux arrêts. Du coup, ça s'engueule. Du coup, Heften et Kleist débarquent avec des flingues, ça calme From, qui du coup se déclare fini et va dans son bureau avec une bouteille de cognac. La meilleure des compagnies pour cette journée. Sauf que pendant ce temps-là, le chef de la branche d'organisation de l'état-major général, le général Stief, rapporte ce qui se passe dans l'insurrection à Himmler et Göring. Les mecs qui étaient censés crever avec Hitler, quoi. Voilà. À la suite de ça, Hitler nomme Himmler chef d'armée de réserve. Donc, ceux qui devaient normalement faire le coup d'état passent désormais sous la direction d'Himmler. Ça va être encore compliqué. Un bon truc symptomatique du merdier, c'est que les élèves de l'école d'infanterie de Doberitz doivent couper le bâtiment de radiodiffusion de la masse sur NLE. Chose qu'ils font, parce qu'ils débarquent et leur disent non, vous arrêtez vos conneries. Sauf qu'en fait, ils ne restent que dans le bâtiment même. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait une annexe qui avait été construite, qui était protégée des bombardements. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, le poste de radiodiffusion marche toujours. Voilà. Idem pour la station maîtrise de Tegel, où les mecs débarquent pour leur dire vous arrêtez d'émettre. Les mecs leur disent oui, on arrête d'émettre. Sauf qu'en fait, les gars qui ont débarqué pour couper l'émission ne savent pas comment ça fonctionne. Donc les gens leur disent oui, on a arrêté, mais en fait continue. Mais quand les mecs savent pas, du coup c'est pas coupé. Bon, dans tout ce bordel, il y a Stauffenberg qui lui est au téléphone perpétuellement de 18 à 22 heures. Hein. Alors pas au téléphone juste pour bitcher sur From qui du coup est dans son bureau tout seul avec sa bouteille de cognac. Non, pour essayer de continuer à faire fonctionner le coup d'état qui ne fonctionne pas. Bon, parce que je le rappelle, Hitler a survécu à l'attentat et que c'était l'axe, c'était le pilier central de la conjuration. Et ce dernier a échoué. Et en plus, c'est Himmler qui est chef d'armée de réserve, plus Stauffenberg. Donc là où Stauffenberg est au téléphone pour convaincre les gens, ils ont à côté de ça les nouvelles d'Himmler. Qu'ils connaissent, pas comme Stauffenberg. Donc forcément, ils suivent les ordres d'Himmler plutôt qu'une espèce de petit inconnu allumé à Berlin. Juste par contre, petit fail de jouissif, hein, côté Himmler, c'est un SS du nom de Pifrader qui débarque à Menderstrasse pour y Stauffenberg. Ah coucou, il y a chef de la Gestapo, Heinrich Müller.
qui voudrait te parler, sauf que le mec s'est pointé genre tout seul. Ah ouais, vraiment tout seul, donc du coup, le mec le fout aux arrêts direct, quoi. Alors, par contre, un petit fail côté Stauffenberg, c'est à 19h, il y a Reimer qui décide d'aller voir Goebbels dans son bureau. Goebbels attend, il est au téléphone, une petite capsule de cyanure dans la bouche, au cas où ça se passe mal. Reimer vient le voir, Goebbels lui tend le téléphone. Au téléphone, une personne qui lui dit simplement « Est-ce que vous reconnaissez ma voix ?» Et Reimer, oui, il la reconnaît, parce que c'est celle d'Hitler. Du coup, Reimer capte que son cul risque un petit peu de sauter, du coup, il lève l'encerclement du quartier du gouvernement, et également toutes les troupes d'infanterie présentes au centre-ville, il les enlève de fait à la conjuration. Bon, ah oui, et puis il y a aussi toute l'école d'infanterie de Crown Prince qui est au Tiergarten, où en fait le commandant se barre comme ça, parce qu'en fait il a compris que ça a merdé, donc du coup il laisse tout le monde là sans ordre, en mode lui, voilà, je me casse, il sauve d'ici. Le colonel Gessner, pour son petit nom, Mister qui se barre sans dire bonjour ni au revoir, enfin, Mister Lapin, mais à sa division, quoi, pas à sa meuf. Je sais pas pour sa meuf. À 21h, le lieutenant Schley du bataillon de réserve se pointe devant la Bendlerstrasse et te fait poser une mitrailleuse devant, histoire de te mettre fin définitivement à la conjuration. Du coup, à l'intérieur, ça tortille du cul pour savoir, du coup, est-ce qu'on se rend, est-ce qu'on se rend pas? Et du coup, ça s'engueule, et qu'on pense à ressortir From de son placard, avec son cognac, s'il n'a pas fini, et que ça veut pas, et que ça s'engueule, et que ça se tire dessus cette fois, et d'ailleurs Stauffenberg est blessé au bras, et donc du coup, il va se planquer dans son bureau. Et sauf que du coup, les hommes de Schley profitent pour entrer et désarmer un par un tous les conjurés, en répondant simplement à cette question, pour ou contre le Führer. Vers 23h, From ressort son bureau pour posement accompagné et déclare « Eh bien messieurs, je vais procéder avec vous comme vous l'avez fait celui avec moi ». Bon, sauf que From, lui, va être efficace, c'est-à-dire que les conjurés, il va te les prendre et va te les fusiller, genre direct. Pas les couilles, quoi. Bon, il veut prendre les armes des conjurés, mais sauf qu'il y a que mec qui se refuse, il veut le garder pour usage personnel. Alors du coup, il dit, vas-y, t'en sers. Alors il tire une première fois, il se rate, parce que sa main a légèrement glissé de la tempe. Du coup, il fait une deuxième fois, il se rate. Il arrive quand même à se tirer dessus, il tombe quand même effondré au sol. Il est encore vivant, en train d'agoniser sur le sol, là. Bon, les mecs laissent comme ça, ils ont, ouais, bon, on s'en fout. Ils te prennent les 5 autres restants, donc Van Heften, Stauffenberg, Kleist, Mercer-Kimrein et Ulbricht, pour simplement te les fusiller devant le bâtiment. Alors, Stauffenberg devait partir en premier, sauf que quand il veut lui tirer dessus, t'as Heften qui se jette devant lui, donc du coup, c'est Heften qui est parti en premier. Stauffenberg, avant d'être abattu, va crier « Vive la Sainte-Allemagne !» Et puis les autres sont finis. Vu que les chefs de la conjuration sont morts, on peut dire que l'insurrection a échoué. Du coup, maintenant, faut s'occuper du reste. Bon, alors, déjà, ils vont finir Beck, qui est toujours en train d'agoniser, genre, par terre. Et puis son cadavre, avec celui des 5 autres, là, ils vont te les cramer et te les disperser dans un champ. Ça coûte moins cher en pierre tombale. Le 21 juillet, Henning von Tresco, qui est sur le front de l'Est, va se suicider dans le Mansland. Ça va déjà permettre de ne pas voir ta participation à la conjuration et surtout de protéger ses proches. Et de l'autre côté, bel éclair de génie, parce que dans la nuit du 21 au 22, le SS Bundesführer Georg Kister est nommé à la tête d'une commission spéciale 20 juillet, avec à la tête 400 fonctionnaires, pour du coup débusquer tous les participants et les fumer. Déjà, la commission 20 juillet va être aidée par pas mal de conjurés, qui vont se rendre d'eux-mêmes, parce qu'ils sont un peu sous le dogme de qu'il faut faire face et ne pas fuir. Et une fois qu'ils sont arrêtés, ce qui va s'ouvrir pour eux, c'est un magnifique procès au tribunal du peuple. Ils sont accueillis par Roland Freisler, un ancien communiste qui d'ailleurs était passé un peu en URSS dans les années 20 et qui est devenu un putain de nazi convaincu, mais du genre, comment vous dire, c'est une belle merde, ce type-là, mais un fanatique d'Hitler le plus complet. Et il va les accueillir comme ça, en toge rouge, sous un énorme buste de Hitler. Et alors, le procès va semblant se passer que lui va passer son temps à engueuler les conjurés, pas du tout à chercher à les entendre. Déjà, les nazis voulaient marquer le coup en faisant comme les soviétiques en 1936, avec les énormes procès-spectacles, donc en mode radiodiffusion, articles de journaux, projections au cinéma. Sauf que, en fait, vu que le moral de la population allemande est au plus bas, ils ont peur que ça se retourne un peu contre eux, ces procès-spectacles. Donc du coup, ils préfèrent remettre ça dans le cadre privé. La première séance du procès s'ouvre le 7 août. D'ailleurs, les conjurés sont là sans col, sans bretelles, donc ils tiennent leurs pantalons qui tombent du coup. Et avec quelques marques bien visibles de leur arrestation, parce qu'autant vous dire qu'ils n'ont pas passé un séjour très sympathique en prison.
Les noms que je vais vous dire, je ne les ai pas évoqués avant. Alors pourquoi? Parce que c'était pas des gens aussi centraux que l'étaient ceux d'un Bedlerstrasse. Mais c'était quand même aussi des membres de la Conjuration qui, du coup, ont tenté de renverser Hitler, qui était dans l'opération Valkyrie. Donc pour les noms en question, je vais les lire, hein, parce que je vous avoue que les retenir, c'était un peu galère. Il s'agit de Höppner, Stief, Hase, Bernadis, Kosing, York, Hagen. Durant leur procès tranquillement, ils sont traités de racailles, de porc, de lumpen. Stauffenberg n'est vu que comme étant un petit gamin meurtrier. Tout sauf leur insulte pour être condamné à mort le lendemain, sachant que tout sera filmé. C'est-à-dire, du moment où ils sortent de leur cellule, où ils traversent la cour pour aller à la potence, à leur pendaison, jusqu'à leur mort. Alors en plus, l'exécution se fait sans aumônier, sans pont, enfin les mecs sont en plus à moitié à walper, enfin c'est l'humiliation la plus totale. Pour les vidéos en question, qu'est-ce qu'on va en faire? En fait, on va les filer à Hitler qui veut les binger, genre tranquille, quoi. Ça, c'est le Netflix and chill de l'époque, tu fais que ce qu'on a, quoi. Ah oui, puis aussi montrer avec son entourage, hein, parce que c'est toujours mieux de regarder ce genre de choses entre copains, quoi, ça pimente les soirées. Le 15 septembre, Ernst Kattelbrunner, chef du SD, considère que les investigations sont pour essentiel terminées. Je dis bien pour essentiel, parce que le 23 janvier, von Manke, qui est un général qui a participé à la conjuration, va être fumé aussi. Le 4 avril 1945, les carnets de Wilhelm Canaris, le chef d'affaires et anti-nazi de la première heure, vont aussi être sortis. D'ailleurs, il sera exécuté le 9 avril avec quelques autres personnes. Le 9 avril, 21 jours avant la mort d'Hitler. Feldgiebel, durant son procès, dit à Freister, aujourd'hui il s'agit de ma tête, dans un an il s'agira de la vôtre. Et en fait, ça a pris moins de temps que ça, parce que fin janvier, Freister est tué durant un bombardement. Il est en procès, les avions débarquent, il y a l'alarme, ils sont de se barrer, puis il y a une planche de bois qui lui tombe sur la gueule. Et ça tombe bien parce qu'il y avait dans ce dossier tous les chefs d'accusation contre Fabian Stammendorf, un des membres de la conjuration, et qui du coup sera acquitté. Parce qu'en fait les dossiers vont être perdus vu que ça va cramer avec le cadavre de Freister. Pratique. Concernant la famille Stauffenberg, forcément, elle va prendre cher. Son oncle Berthold va mourir à 85 ans le 11 novembre 1944 dans une cellule d'isolement. Sa femme Nina sera emprisonnée, ne sera pas exécutée parce qu'elle était enceinte. C'est d'ailleurs un peu ce qui lui sauvait la vie. Un des frères de Stauffenberg, Alexandre, lui sera envoyé à Buchenwald. D'ailleurs, sa femme ira régulièrement l'approvisionner, sauf qu'en fait, le 8 avril, son avion sera abattu par les Alliés, alors qu'elle allait voir son mari. Un autre oncle de Stauffenberg, Alexandre aussi, et son autre frère Berthold, eux par contre, seront exécutés. Et puis la mère Stauffenberg sera enfermée aussi, mais elle survivra à la guerre. Bel échec l'opération Valkyrie. Mais vraiment très bel échec en fait. Ils avaient tout prévu dans leur plan. Ils voulaient tuer Hitler, Himmler et Göring du même coup. Mais ils avaient fait justement des plans au cas où ils ne tuaient pas Göring, ou au cas où ils ne tuaient pas Himmler, ou au cas où les deux survivraient. Ils n'avaient aucun plan au cas où ils ne tuaient pas Hitler. Du coup, lorsque toute une conjuration ne dépend que de ce paramètre-là, ça ne pouvait que ne pas fonctionner. En plus, du coup, de tous les problèmes techniques qu'il y a eu, comme la non-connaissance des explosifs, la table en chaîne, la petite maison avec les fenêtres ouvertes, tout ça a complexifié la chose. Mais en fait, le plus grave, au-delà de l'échec qui aurait peut-être pu amener la fin de la guerre, c'est que Stauffenberg a prolongé la guerre. En essayant de tuer Hitler, Hitler a la confirmation de sa paranoïa, que les gens cherchent à le tuer. C'est parce que Stauffenberg a tenté la vie d'Hitler que ce dernier aura toute l'occasion de remplacer les généraux les plus récalcitrants par des généraux les plus fanatiques, qui vont continuer le combat alors que la guerre est définitivement perdue. Mais en termes de paranoïa, ça va loin, c'est-à-dire que Fromm sera exécuté en février 1945 du fait qu'il avait un peu tortillé du cul par rapport à la conjuration. Je n'ai parlé que du cas Stauffenberg et que de son attentat, alors qu'en fait, dans le reste de la résistance allemande, il y avait beaucoup qui avaient des connexions internationales, qui justement prévoyaient un changement de régime. Les mecs étaient quand même allés taper jusqu'à contacter d'anciens militants syndicaux, y compris des communistes, pour essayer de reconstituer une Allemagne d'après. Sachant que le plan de base de Stauffenberg était surtout de faire une paix séparée avec les Alliés et de limiter au maximum l'invasion soviétique. Parce que, ou alors c'était de s'allier avec les Anglo-États-Uniens pour mettre sur la gueule aux Soviétiques, parce que on reste quand même anti-bolchevique. Ce qui confirme Hitler dans son idée d'homme providentiel de l'Allemagne, c'est justement le fait qu'il était à ce point central, pas juste parce qu'il était le chef de l'Allemagne, mais aussi parce qu'on ne concevait pas un changement de régime sans qu'il soit mort. Et c'est justement parce qu'on a tenté à sa vie qu'il sera confirmé qu'il devra guider l'Allemagne jusqu'au bout.
Et c'est ce qu'il va faire. Il guidera l'Allemagne jusqu'au bout, y compris jusqu'à sa mort, sachant que sur les derniers mois, ce sera environ encore 3 millions de personnes qui vont mourir. De février à avril 1945, nous sommes sur environ 30 000 personnes qui meurent quotidiennement. Là, du coup, je ne peux pas trop spéculer sur qu'est-ce qu'aurait été l'Allemagne si le coup d'État avait marché, ou si du coup les officiers avaient eu un peu plus de courage et avaient pu destituer Hitler sans forcément le tuer. Là, je vous avoue que l'Uchronie, c'est pas trop mon domaine, c'est quand même un peu dur à faire, et je vous avoue qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Le seul truc que je peux dire, c'est que concrètement, moi, avec 3 doigts, je vous aime pas une bombe, moi avec 3 doigts, je te les mets ailleurs.